Et donc, c'est parti. Merci à tout le monde pour votre présence sur ce nouvel atelier de rentrée avec pour thème impédancemétrie et TCA. Donc, cet atelier va être présenté par Cécile, que je remercie, que je connais depuis maintenant une dizaine d'années et qui, du coup, va se présenter et pouvoir nous présenter les intérêts de l'impédancemétrie sur les troubles du comportement alimentaire. Merci Eva. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Voilà. Comme ça, on verra directement. Alors, bienvenue. Je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Cécile Lagouche. Je suis ingénieure en nutrition et diététicienne. Je suis installée depuis 17 ans maintenant en libéral. En parallèle de ma formation de diététicienne, j'ai un master en PNL humaniste et thérapeutique, un DU en troubles des conduites alimentaires et un DU sur la médecine et la santé de l'adolescent. J'ai aussi fait beaucoup de formations en micronutrition, en psychopathologie, en psychotraumatologie, en thérapie d'acceptation et d'engagement. Et de toutes ces formations que je suis depuis 17 ans, eh bien, j'ai développé une approche, je dirais, intégrative de tous ces domaines pour avoir une approche orientée vraiment comportementale, sensorielle et psycho-émotion-nutritionnelle. Je cherchais le mot un peu qui intégrait toutes ces pratiques et je crois que c'est ça, vraiment intégrer tout l'aspect aussi psychique, émotionnel de la nutrition. Au niveau de ma patientèle, du coup, j'ai une formation continue donc, aux troubles des conduites alimentaires depuis globalement 13 ans et aux adolescents plus spécifiquement depuis 4 ans. Et dans ma patientèle, je compte à peu près 3/4 de ma patientèle qui souffre de troubles des conduites alimentaires, dont un bon quart, on dira, de patients qui souffrent de troubles d'anorexie. Et à peu près la moitié de ma patientèle qui a moins de 25 ans. Ayant un petit peu d'expérience, je propose également de l'analyse de pratique et des formations aux troubles des conduites alimentaires auprès de collègues diététiciennes. Je sais que certaines sont ici présentes, et bonjour à elles. Et puis, je travaille également en coordination avec les centres référents des troubles des conduites alimentaires, en particulier celui de Lyon et celui de Saint-Étienne et de Grenoble, avec des médecins, bien sûr, avec des psychiatres, avec des psychologues, puisque autour de ces patients, on a besoin de travailler en équipe pluridisciplinaire coordonnée. Et enfin, au niveau de l'impédancemétrie, donc dans ma pratique, ça fait 12 ans que j'utilise l'impédancemètre au quotidien dans ma pratique. Je crois que je l'utilise à peu près tous les jours où je consulte. J'ai fait le choix déjà il y a 12 ans du Z-Matrix Bioparum après une étude, je dirais, assez poussée et des comparaisons entre plusieurs impédancemètres. J'ai choisi le Z-Matrix pour sa fiabilité, pour sa facilité et son amplitude d'utilisation, c'est-à-dire que je peux l'utiliser à la fois avec des patients, je dirais, de très jeune âge, d'enfants jusqu'à des âges avancés, pour des patients qui sont très dénutris, comme pour des patients qui vont être en situation d'obésité sévère. Il est vraiment polyvalent. Des indices multiples, je vais vous montrer quelques écrans où on peut vraiment exploiter pas mal d'indices. Et puis également pour les services et le conseil, parce que Eva vous disait qu'on se connaît depuis, ça fait 12 ans exactement, Eva, j'ai retrouvé la date de l'achat du premier impédancemètre. Et depuis, j'ai régulièrement des échanges avec Eva et avec toute l'équipe de Bioparum quand j'ai besoin de conseils ou quand j'ai besoin d'aller me former ou pour avancer dans mes compétences dans l'utilisation de cet appareil. Et puis, mon premier impédancemètre, il m'a duré 10 ans. Il a fait 10 ans de bons et loyaux services avec plus de… À l'époque, je devais avoir à peu près 1200 à peu près patients, à peu près 4000 mesures, 4000, 4005 aujourd'hui. Voilà, donc j'ai racheté un impédancemètre Bioparum il y a 2 ans. Et aujourd'hui, je regardais, j'avais plus de 5000 mesures pour à peu près 1500 patients. Voilà, donc c'est un appareil que je connais bien. C'est ça que je me permets de vous en parler. Alors, au niveau de l'anorexie, moi, si on peut la résumer ou la simplifier un petit peu, c'est une maladie qui est complexe, mais on peut un peu la simplifier en disant que c'est la peur de grossir. Et derrière ce terme « grossir »,
finalement, c'est la peur de grassir. Entre grossir et grassir, il n'y a qu'une lettre d'écart. Et pour les patients souffrant d'anorexie, quand elles montent sur la balance, je dis elles parce que ça concerne beaucoup de femmes, mais on va dire ils parce que ça concerne aussi bien entendu des hommes également, quand ils montent sur la balance et puis qu'ils voient que la balance est un peu plus, même des fois à 200 grammes près, eh bien, ils ont, dans leur tête, ils se disent qu'ils vont grassir. Du coup, comme ils ont cette peur de grassir, pour eux, trop manger, ça va être grassir, mais rapidement, ce n'est pas trop manger qui est grassir, c'est manger tout court qui, pour eux, va être synonyme de grassir. Du coup, il va y avoir un contrôle très important autour de leur poids, du poids de leur propre poids, de l'assiette, du poids de leurs aliments et puis des calories. Tout ça pour essayer de se rassurer. Mais finalement, en termes de réassurance, finalement, c'est plutôt un gros stress que ça génère et un hyper-contrôle qui devient un véritable cercle vicieux. L'anorexie, dans l'anorexie, donc il y a un contrôle, même un hyper-contrôle, une maîtrise de son alimentation et de son poids qui va apporter une certaine estime de soi. C'est-à-dire que si je maîtrise ce que je mange, si je suis capable de ne pas manger alors que j'ai faim, de ne pas manger alors que les autres mangent, alors j'ai un peu de valeur finalement. Et souvent, c'est une recherche, quand on cherche un peu l'intention positive un peu inconsciente de ces maladies-là, souvent, les patients, ce qui émerge, c'est surtout l'estime de soi, une recherche d'estime de soi. Et puis, cette maîtrise, ce contrôle, il va amener une certaine euphorie et l'impression d'être une superwoman ou un superman, d'arriver à gérer. Moi, j'ai cette maîtrise sur mon alimentation et sur mon corps que finalement d'autres ne peuvent pas avoir. Il y a une dissociation de tête-corps, c'est-à-dire que les patients vont avoir beaucoup de mal à percevoir leurs sensations corporelles, notamment les sensations de faim, les sensations de satiété. Et comme il y a des perturbations de ces perceptions des sensations dans le corps, dans le tronc, il y a forcément également une perturbation de la perception et de l'interprétation autour des émotions. Les analyses sanguines sont longtemps tout à fait correctes, dues à une sorte d'hémoconcentration. Et hormis quand on cherche des paramètres assez spécifiques comme la T3, l'hormone thyroïdienne T3, la leptine, les hormones de croissance, mais c'est des choses qui sont rarement faites en routine, eh bien, les analyses restent longtemps plutôt très bonnes. Les recherches autour des protéines donnent souvent rien. Les taux de protéines, d'albumine, de préalbumine sont très bons, contrairement à d'autres types de dénutrition. Et puis après, au bout d'un certain temps, ce qui va apparaître, c'est une augmentation des enzymes du foie et une augmentation de la ferritine qui est en fait due à une cytolyse du foie. Mais ça, c'est souvent après un certain temps de dénutrition. L'aménorrhée, les patients vont l'avoir ou pas l'avoir, suivant s'il y avait déjà eu des règles ou pas. Hein. Quand l'anorexie est prépubère, du coup, ce n'est pas un signe de dénutrition de ne pas avoir ces règles, on dit juste qu'on ne les a pas encore. Et puis, beaucoup de patientes sont sous pilule, donc vont quand même avoir des règles, mais ce n'est pas des règles qui sont naturelles, mais qui sont générées par la pilule. De ce fait, il y a beaucoup de patients qui vont passer par une certaine forme de déni. Finalement, je maîtrise, je contrôle mon alimentation, j'arrive à avoir une maîtrise sur mon poids, à ne pas grossir, grassir, tout va bien. Quel est le problème? Puisque j'ai pas la sensation de faim, je ne la sens pas forcément, mes enzymes, mes analyses sanguines sont bonnes, j'ai mes règles, tout va bien. Alors, cette forme de déni, souvent, elle est transitoire. Et ce qui va être important pour nous dans l'accompagnement, c'est de voir où en est notre patient justement par rapport à cette forme de déni. Est-ce qu'il y a encore une certaine forme de « moi, je vais bien, c'est le médecin qui m'a dit de prendre rendez-vous » ou mes parents ou autres, mais à mon sens, tout va bien ou pas. Il y a des patients qui ont conscience qu'il y a quelque chose quand même qui ne va pas pour leur corps ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur rapport à la nourriture et dans le fait de s'interdire autant d'aliments
que finalement, ils aiment. Et cette forme de contrainte, au bout d'un moment, ils ne la supportent plus de ne pas pouvoir manger ce qu'ils aiment. Donc, l'idée, au départ, c'est vraiment de voir où en est notre patient, quelle est sa demande finalement. Alors, le poids du poids. Je voulais aborder avec vous la question du poids parce que beaucoup de collègues, diététiciennes notamment, qui accompagnent des patients souffrant de TCA et souffrant en particulier d'anorexie, disent mais finalement le poids, moi je ne pèse pas pour justement permettre aux patientes ou aux patients de prendre de la distance vis-à-vis du poids. Le poids, de toute façon, il est au cœur de la problématique de l'anorexie. Dans 70% des cas, un des facteurs déclenchants, ça va être un régime. C'est je veux perdre quelques kilos, je les perds, super, je me sens déjà un petit peu mieux, mais encore pas assez, donc je vais en perdre encore un petit peu. Donc je vais renforcer la restriction. Je vais perdre encore quelques kilos, super, allez, encore 2-3, je renforce la restriction, et puis je vais en perdre encore quelques-uns, super, encore un peu, renforcement de la nutrition, etc., de la restriction, pardon, etc., etc., et c'est le cercle vicieux, la descente aux enfers, comme certains nous le formulent. Les pesées, elles sont souvent pluriquotidiennes, c'est-à-dire que beaucoup de patients se pèsent tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Et quand je dis plusieurs fois, ce n'est pas seulement le matin et le soir, mais ça peut être avant, après les repas, après chaque repas, après avoir couru, si elles sont allées courir ou qu'elles ont fait du sport, etc. Donc l'idée, c'est à vérifier comment c'est. Parce que quand je dis souvent, ce n'est pas forcément tout le monde. Il y a d'autres patients qui vont dire maintenant, je ne me pèse plus. Pour différentes raisons, ou ils sont pesées aussi, si ce n'est pas des pesées qui sont chez eux, c'est des pesées qui vont être chez le médecin, si elles sont suivies par un médecin régulièrement. Donc l'idée, c'est vraiment de vérifier. Chez les enfants, de regarder également le carnet de santé, parce qu'on a regardé le carnet de santé, à quelle fréquence les enfants ont été pesés. On a parfois des surprises. Je vais vous montrer ces courbes-là d'une des patientes que j'ai suivies. Quand j'ai demandé son carnet de santé, j'ai observé ça. Alors, les chiffres, ils sont presque à la virgule près. Donc, j'ai demandé, j'ai dit si c'était le médecin, en tout cas, qui suivait ça avec beaucoup de précision, beaucoup d'attention. Non, ce n'est pas le médecin, c'est le papa qui suivait sa fille, les courbes de croissance de sa fille avec cette précision-là. Et voilà, vous voyez une chute à partir de 10 ans, effectivement, elle a souffert d'anorexie à partir de l'âge de 10 ans. Et quand j'ai commencé le suivi avec cette patiente, elle était pesée toutes les semaines chez elle, le vendredi par ses parents, donc le vendredi entre 19 et 20 heures. Voilà, on n'en dérogeait pas, c'était comme ça toutes les semaines pour suivre le poids. Les aliments étaient pesés à cette précision-là, etc. Voilà, donc là, ça nous donne déjà pas mal d'informations pour savoir vers quoi on va avoir besoin pour aider cette patiente et puis ses parents également. Donc, au cabinet, du coup, la question se pose de est-ce qu'on pèse ou est-ce qu'on ne pèse pas? Ça se discute avec le patient. Ça va dépendre de ce qui est déjà en place, justement, du nombre de pesées qu'il peut y avoir, est-ce qu'elle est pesée chez son médecin ou pas. Moi, je trouve qu'il y a un grand intérêt, en tout cas petit à petit, même si ce n'est pas dès la première consultation, parce que pour certains, ces pesées peuvent être très angoissantes, surtout qu'on ne soit pas tous nos patients à 7 heures le matin, juste au lever avant le petit déjeuner. Des fois, c'est dans la journée, c'est avant le déjeuner, après, le soir. Et du coup, on en fait un vrai sujet de cela. Et l'idée, à mon sens, c'est de pouvoir utiliser le poids comme un outil d'éducation thérapeutique du patient. C'est-à-dire que moi, je leur dis souvent, donc on y va progressivement, ce n'est jamais à la première consultation. Parfois, on le met en place dès la deuxième consultation. Des fois, c'est plus tard. C'est vraiment, on le discute ensemble et on le définit ensemble, éventuellement avec les parents si c'est des jeunes patients. Et l'idée, c'est que le poids, en faire un outil d'éducation thérapeutique. Donc, moi, je leur dis, ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement le poids, mais c'est ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que, voilà, déjà, on va me poser la question, est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on regarde le poids sur la balance chez moi, dans mon cabinet, ou que je regarde et que vous ne regardiez pas éventuellement, c'est eux qui choisissent. À votre avis, quand ils sont d'accord pour se peser sur la balance,
Je leur pose systématiquement la question, et ça, à chaque pesée, c'est à votre avis, qu'est-ce qu'on va voir sur la balance? Quel chiffre on va voir? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir pris, d'avoir perdu du poids? Et quand vous me dites, bah oui, je pense que ça a monté et je pense que je vais voir, je ne sais pas, il y avait, c'est une patiente l'autre jour, il y avait 47 kilos, je crois, à la pesée précédente. Elle me dit, oh, bah là, au moins 50. OK, quand vous dites 50, c'est quoi? C'est plutôt votre tête qui vous dit que vous allez voir 50 kilos sur la balance. C'est plutôt vous en vous regardant, c'est plutôt dans vos ressentis corporels, dans vos vêtements ou par rapport à votre fatigue. Voilà. Et on va explorer un petit peu tout ce qui est autour de la pensée, autour de la vue, autour des ressentis. Parce que comme je vous le disais, comme il y a souvent une dissociation, les patients sont souvent assez étonnés que leur tête, leur pensée ne leur dit pas la même chose que leur perception ou leur ressenti. Et l'idée, c'est de pouvoir réajuster un peu tout ça. Et puis, une fois qu'on a exploré ça, on vérifie, est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on ou que je regarde, que l'on regarde ensemble, ou que je regarde le poids sur la balance, et si vous voulez, vous ne regardez pas. Cette demande de permission, à mon sens, c'est vraiment très, très important pour... dans le respect du patient, dans ses choix, et puis après de discuter avec lui. L'idée de ces questions et de cette éducation thérapeutique autour du poids, c'est de pouvoir, vous voyez le schéma, en fait, dans la tête des patients, souvent quand ils vont monter sur la balance, elles vont forcément avoir grassi, et l'idée, c'est en allant explorer les pensées, les ressentis, la manière dont elles se voient, quelle partie du corps, elles ont l'impression qui s'est épaissi ou en tout cas qui est peut-être moins plat, souvent quand c'est autour du ventre, c'est de pouvoir réajuster par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que je pense, qu'est-ce que je vais voir sur la balance et que ce soit plus en réalité. Alors, au niveau de l'impédance métrique. L'impédance métrique, en fait, le principe, quelle que soit l'impédance mètre, c'est d'avoir des électrodes au niveau globalement ou sous les pieds ou au niveau de la cheville et au niveau de la main ou du poignet. Donc le Z-Matrix, en fait, c'est des électrodes au niveau de la cheville et au niveau du poignet. Et sur alors je fais un petit résumé, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas l'impédance mètre, donc je vous fais une présentation très rapide de la mesure de l'impédance mètre. Sur ces électrodes, on va appliquer un courant de faible intensité. Ce courant, du coup, il va traverser tout le corps, et en traversant tout le corps, donc, du coup, le courant, il va passer dans les compartiments qui sont les plus conducteurs, ceux qui contiennent pas mal d'eau, les os, les électrolytes, les muscles, par exemple, et il va avoir du mal à passer dans les cellules, la masse grasse, la peau. Ça va plutôt éviter les éléments, les tissus les plus isolants, surtout pour les basses fréquences. Ça va nous donner une tension qui va correspondre à l'opposition en fait, des tissus au passage de ce courant. Si on a des appareils multifréquences, ce qui est le cas du Z-Matrix, il y a des ondes à basse fréquence et à haute fréquence. Et les hautes fréquences, elles traversent tous les comportements. Donc, ça va permettre d'avoir des informations sur la composition intracellulaire à l'intérieur des cellules et la composition extracellulaire à l'extérieur des cellules. Pour le Z-Matrix, il y a des algorithmes ensuite de mesure qui, pour les paramètres hydriques, donc il y a une vraie mesure en fait, des paramètres hydriques intra- et extracellulaires qui ont été validés versus le Zitron et tissulaires qui ont été validés via le DEXA. Et ensuite, le principe, c'est qu'on on répartit en fait par mesure, donc la masse grasse, le contenu minéral osseux, c'est-à-dire la densité osseuse, l'eau extracellulaire, l'eau intracellulaire et la masse protéique de l'organisme. Et on peut en déduire du coup la masse grasse, la masse non grasse, la masse maigre et les volumes d'eau intra- et extracellulaires. Voilà, donc pour le Z-Matrix, en tout cas, l'appareil que moi j'utilise, c'est donc une mesure non déductive et avec des mesures indépendantes pour chaque compartiment. Alors, pour vous illustrer ce que peut donner une mesure d'impédance métrique, je vous propose de partir sur un cas patient. Donc, j'ai retenu quelques cas patients pour vous montrer ce que ça peut donner en type de mesure. Alors, je vais essayer de changer d'écran. S'il y a un souci, Eva, tu me dis. Voilà. Alors, là, il s'agit donc d'une patiente, Ophélie, 20 ans. Voilà ce que peut donner une mesure chez une patiente qui va plutôt bien. Là, on est en fin de suivi. Vous voyez, 1,80 m pour 62 kg, un IMC à 19,
Alors, comment je l'explique moi aux patients? Je leur dis, voilà, on a plein d'indicateurs différents. À gauche, il y a votre mesure. Et cette mesure, elle est placée sur une jauge. Sur la jauge, il y a la valeur moyenne qui est en face, là au milieu, la limite un peu basse, la limite un peu haute. Puis il y a un gradient de couleur. Quand on est dans le vert, c'est que tout va plutôt bien. Quand on est dans le jaune, bon, voilà. Et quand on est dans le rouge, c'est qu'il y a, c'est des valeurs qui sont un peu trop basses ou éventuellement un peu trop hautes. On le voit ici, il y a en bas et en haut, il y a des valeurs rouges. Les deux premiers indicateurs, globalement, c'est des indicateurs sur l'état de forme, sur la vitalité cellulaire. Je ne vais pas vous donner le détail. Si vous voulez des détails, Eva pourra vous les donner beaucoup plus sur ce type de mesure. Moi, je l'explique comme l'état de forme. Vous voyez que cette patiente, elle va plutôt bien. Le contenu protéique corporel, donc c'est la quantité de protéines dans le corps, ça reflète la masse musculaire non hydratée. On s'affranchit du paramètre de l'eau, puisqu'il y a beaucoup d'eau dans les muscles. Et comme cette patiente fait 1,80 m, il est intéressant de le ramener par rapport à sa taille. Donc là, on a l'indicateur de la masse musculaire sèche en kilos par mètre carré, et on voit qu'elle est dans la zone verte. Ensuite, dans le bloc tissulaire, on retrouve la masse non grasse en kilos, la masse grasse en kilos. On a la masse grasse en pourcentage, on a la masse grasse également en taux par rapport à la taille. La masse non grasse en taux par rapport à la taille, on a également la masse musculaire et on a l'index de masse musculaire par rapport à la taille. On a également le contenu minéral osseux, ça c'est la densité osseuse. Alors, le Z-Matrix, il y a beaucoup plus d'indicateurs. Si je vous montre une indication complète, vous allez voir qu'il y a beaucoup de paramètres. Voilà. Après, on peut choisir ce que l'on va afficher. Donc là, moi, je me suis fait quelque chose pour mes consultations que je montre en général aux patients. Donc là, pour cette patiente, on a dit qu'elle faisait 62 kg, je remonte, oui, c'est ça, sur les 62 kg. Donc, il y a 51 kg de masse non grasse. La masse grasse, elle représente à peu près 11 kg, ce qui fait un pourcentage à 17. Voilà, 17, on est un peu encore dans le rouge. On sait qu'en général, chez la jeune fille, pas de règle en dessous de 20%. C'est la règle un peu générale. Pour le coup, chez Ophélie, elle avait à nouveau ses règles, un IMC 17,5. Ah, pas un IMC, pardon, un pourcentage de masse grasse à 17,5, ce qui est relativement rare. C'est une patiente qui est de morphologie assez fine, sa maman est comme ça également. Génétiquement, c'est une morphologie assez fine. Ensuite, du coup, ça permet aussi de montrer qu'elle reste plutôt très mince, en tout cas une masse grasse assez faible, que ce soit en pourcentage et en index de masse grasse. Et puis ensuite, donc le contenu minéral osseux, donc la densité osseuse, elle a une densité qui est correcte, un petit peu basse, mais qui est globalement dans la norme. Et puis la masse non grasse et la masse musculaire par rapport à sa taille, qui sont également très bien. Au niveau de l'hydratation, on va retrouver l'hydratation par rapport à la masse non grasse. Elle devrait être aux alentours de 72,5%. Elle est à 67, donc elle est un petit peu déshydratée. Et si on regarde, elle devrait être aux alentours à peu près de 37 litres d'eau. Elle est à 34. Donc ça, c'est intéressant de montrer aux patients. Ça, je l'aborde souvent en disant, voilà, si tu étais vraiment super bien hydraté, tu serais plutôt à 37, vous serez, si je la vois, à 37 litres d'eau, ce qui fait que globalement, il y aurait 3 kg de plus sur la balance. Donc, vous ne seriez pas à 62 kg, mais à 65. Et pour le coup, vous n'auriez pas grassé. Ça permet de relativiser déjà par rapport au poids. Pour vous donner une petite idée, hop, là, je vous ai montré Ophélie quand elle allait bien. Alors, pourquoi je n'arrive pas à... Voilà. Alors, j'essaie de changer d'écran, mais je n'y arrive pas. Ah, si c'est... Allez, résumé. Voilà. Avec le partage d'écran, je n'ai pas tout à fait accès à mes... Alors, Ophélie, quand elle est venue à mon cabinet, c'était à peu près un an avant. Et voilà ses mesures. Donc, il y a un an avant, elle pesait 51 kg, donc elle était un IMC de 15,7. Et vous voyez les indicateurs d'état de forme qui tout à l'heure étaient dans la norme, ils étaient beaucoup plus bas.
Le contenu protéique corporel, il était également beaucoup plus bas. La masse grasse, on était à 4 kg, à 9,5% de masse grasse. Le contenu minéral osseux était, là tout à l'heure, il était un peu au-dessus, dans la zone verte, là, il était plus bas également. La masse non grasse était plus basse également. Tout était beaucoup plus bas. Et l'hydratation, on était à 30 litres d'eau, alors qu'on était à 34 à la fin du suivi. Voilà ce que peut donner un premier exemple d'évolution. Du coup, Ophélie, donc à la fin du suivi, elle avait 21 ans. Quand elle est venue me voir, elle avait développé une anorexie restrictive depuis 1 an. Elle avait perdu 10 kilos. Il y avait des crises de boulimie. Elle faisait, comme je viens de vous montrer, 51 kilos pour un IMC de 15,7. La courbe de croissance, quand on regardait l'IMC, ça donnait ça en chute. Je l'ai suivie sur 15 mois. Elle a démaigri de 11 kilos, ce qui était un peu difficile à supporter. Et finalement, en regardant le début, les premières mesures d'impédance-métrie et les mesures à la fin du suivi, on observe que sur ces 11 kilos, elle avait pris 6 kilos de masse grasse et 5 kilos de masse non grasse, donc quasiment 3 kilos d'eau. Donc pour elle, ça changeait de voir comme ça. Donc ça permet de réassurer et de montrer que démaigrir, c'est différent de grassir. J'utilise vraiment ce terme de grassir avec les patients. Alors, un autre exemple, Clarisse, du coup, 16 ans, quand elle vient me voir, Clarisse, elle a développé une forme d'anorexie depuis 6 mois. Les premières restrictions ont commencé 6 mois avant. Elle a perdu 16 kilos en 6 mois. L'IMC est à 15. Le bilan sanguin ne montre rien. Elle se dit qu'elle est plutôt en forme. Elle ne voit pas du tout quel est le problème. La courbe d'IMC, l'évolution de la courbe d'IMC, ça donne ça. Hormis le médecin et les parents qui s'affolent, elle ne voit pas le problème. Donc, on échange un petit peu. Finalement, en échangeant, elle est quand même en aménorrhée depuis 2 mois. Et puis, elle me dit que côté transit, ça ne va pas très, très bien, qu'elle est très constipée, qu'elle est ballonnée, qu'elle a le ventre gonflé après chaque repas et que de ce fait, à chaque fois qu'elle mange, elle ne se sent pas bien et elle se dit qu'il ne faut pas qu'elle mange et c'est de pire en pire comme ça. La mesure d'impédance-métrie de Clarisse, elle donne ça. Je vais vous la montrer. Hop. Voilà. Alors, voilà. Au début du suivi, ça donne ça. Donc, IMC à 15. Vous voyez, les 2 paramètres de vitalité cellulaire, l'indice d'activité métabolique et la masse cellulaire active sont effondrés, tous les deux, surtout celui-là. Le contenu protéique corporel, 5 kg, donc un index très très bas dans le rouge. La masse non grasse très basse, la masse grasse très très basse. Si on la ramène par rapport à la taille, l'index de masse grasse est effondré. La masse non grasse aussi, donc ce n'est pas dénutri seulement en masse grasse, mais aussi en masse musculaire, on le voit. Le contenu minéral osseux, pour l'instant, il est maintenu. Elle est en aménorrhée que depuis 2 mois. Donc, pour l'instant, on ne voit pas encore les conséquences sur le contenu minéral osseux, mais il est certain que si elle continuait, ce serait le cas dans quelques mois après. Et le volume hydrique également, 21,5. Vous voyez, donc déjà, petite chose toute simple, quand en lui montrant ça, en expliquant, voilà, c'est comment pour toi de voir ces résultats? Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Donc, en questionnant, finalement, je reviens à... En questionnant, finalement, par rapport à tout ça, elle arrive à me dire que, finalement, elle se rend compte que l'endormissement est difficile au niveau du sommeil, qu'elle a des réveils nocturnes et où elle ressent la faim. Quand je questionne qu'est-ce qui la réveille, comment elle se sent quand elle est réveillée, elle ressent nettement la faim dans la nuit, mais elle se dit qu'il ne faut surtout pas manger. Fatigue, le soir, elle dit qu'elle rentre du lycée en étant épuisée.
elle arrive à décrire, quand je questionne, des difficultés de concentration et de mémorisation, sur le fait qu'elle a souvent froid et que son moral est variable, qu'elle a un repli sur elle, qu'elle a moins envie de voir ses amis. Dans ce cas, voilà, l'impédance-mètre, il peut permettre d'ouvrir la conversation et vraiment de prendre conscience de la dénutrition et de ses conséquences, pour permettre ensuite de faire un peu une physio-psycho-éducation du patient. Par exemple, quand on regarde les résultats, là, quand on regardait ensemble les résultats, par rapport à sa demande, elle, d'avoir moins mal au ventre et de ne pas avoir cette sensation de ventre gonflé et de voir, ce n'est pas qu'une sensation, d'ailleurs, elle nous dit, hein, j'ai un ventre de femme enceinte quand je mange, et bien là, on peut expliquer en disant, tu vois, elle a 16 ans, donc avec son autorisation, je la tutoie, tu vois, ton contenu protéicorporel, ta masse musculaire, elle est effondrée. Et puis, en plus, tu vois que tes cellules, elles sont vraiment fatiguées. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as peu de masse musculaire et en plus, tes muscles, ils sont complètement atones. Ils ne sont plus toniques. Donc, notamment, il se passe deux choses au niveau de la digestion. C'est que déjà, tu as des abdominaux. Normalement, on a des abdos qui sont devant le ventre et qui permettent de retenir un peu nos viscères pour pas que le ventre, les intestins, l'estomac, ils sortent du ventre. Et bien là, comme tu as perdu la masse musculaire, tu as certainement perdu beaucoup d'abdominaux. Et en plus, ils sont plus toniques, donc ils ne retiennent plus. Et c'est pour ça que ton ventre, dès que tu manges un petit peu, ton ventre, il sort, en fait. Parce qu'il n'y a plus cette paroi, ce grillage qui vient maintenir. Et puis, tout au long du tube digestif, on a des petits muscles qui permettent à la fois de contracter l'estomac pour qu'il se vidange, et puis ensuite, tout au long des intestins, pour faire avancer le bol alimentaire dans les intestins. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est comme les muscles, tu n'en as plus beaucoup, puis qu'en plus, ils sont plus toniques, et ce mouvement, il ne peut plus se faire, et tu te sens ballonné dès que tu manges, et tu as un transit qui est très ralenti, ce qui amène de la constipation. Et ce qui se passe, c'est finalement, plus toi, ton ventre, il est gonflé, plus peut-être tu te dis, il ne faut pas que je mange, j'ai trop mangé, il ne faut pas que je mange, mais moins tu manges, plus tu te dénutris, plus tu perds de la masse musculaire, et moins tes muscles sont toniques, et donc, plus pire ça va être. Et tu vois, c'est un peu le cercle vicieux comme ça. Donc, de base, comme ça, avec ces mesures, ça permet d'expliquer ce qui se passe avec la maladie et avec la dénutrition. Je vais vous proposer un autre exemple d'une patiente, donc Valérie, 12 ans. Quand elle vient me voir, elle est en anorexie restrictive depuis 3 mois. Elle a perdu 4 kilos. J'ai dû démarrer un suivi en juin l'année dernière. Je l'ai vu 2 fois avant les vacances. Ensuite, il y a eu la période de vacances, etc. Et au retour, en septembre, elle avait perdu encore 4 kilos durant l'été. IMC à 13,6. Alors, ça ne représente pas comme ça grand-chose à 12 ans, mais si on regarde, je vais vous montrer après ces courbes. Donc, comment ça a démarré? Un petit régime qui dérape. J'ai voulu me mettre au régime pour perdre un peu quelques kilos. Puis les copines, elles étaient toutes au régime, donc je m'y suis mise aussi. Et puis, finalement, au départ, c'était j'ai pu manger de glace, j'ai pu manger de chocolat, puis après, j'ai pu goûter, puis après, j'ai plus voulu manger d'huile, etc., etc. Donc, de plus en plus de restrictions, des pesées pluricquotidiennes. Elle, pas de signe de fatigue, les bilans sanguins étaient OK. Par contre, une tension à 8,5. Il y avait eu un cycle de règles avant le régime et depuis pas d'autres, mais au départ ils se sont dit ça se met en place, c'est normal que ça saute un petit peu, mais ça c'était voilà, il y a 4 mois. Repli sur elle-même, première de la classe, hyper performante au niveau scolaire, elle fait vraiment la fierté de ses parents. Au départ, ses parents ils ont observé qu'elle faisait un peu la moue pour manger, qu'elle découpait de plus en plus petit, qu'elle rechignait, je ne veux pas manger ci, je ne veux pas manger ça, et les repas étaient devenus un vrai casse-tête. Et puis, ils ont fini par voir quand même un peu l'amaigrissement. Ils sont passés chez le médecin et courbe de croissance donnait ça, vraiment un arrêt de la prise de poids qui est normal à cet âge-là, et puis l'IMC, si on regarde, qui chutait. Donc là, les parents ont commencé à être très, très, très anxieux.
sont allés voir le médecin traitant qui m'a orienté, du coup, qui a orienté Valérie vers moi. Et puis, elle a eu également rapidement contact avec le centre référent également. On a fait la mesure d'impédance-métrie de Valérie et ça donne... Alors, j'ai pas mal de mesures, j'ai essayé de... Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu long pour revenir au répertoire. J'ai essayé d'alléger ma base, mais c'est encore un petit peu long parce qu'il y a encore 900 sujets. Il faut que je nettoie un peu ma base de données. Alors, là, voilà. Alors, je vais vous la montrer. Voilà. Alors, au début, quand on s'était vu au mois de juin, on avait dû faire 1 ou 2 consultations. Je n'ai pas fait de mesure d'impédance-métrie au mois de juin. J'ai proposé la mesure d'impédance-métrie plutôt au mois de septembre. On s'était déjà rencontrés 2 fois. Il y avait un lien de confiance qui s'était instauré avec Valérie et puis aussi avec les parents. Donc, on a pu regarder ça. Voilà. Donc, vous voyez là encore les paramètres qui sont effondrés. Sauf le contenu minéral osseux, parce que effectivement c'est récent, 3 mois, voilà, donc c'est vraiment effondré de partout. Globalement, le parcours de Valentine, il donne ça. Voilà, de Valérie, pardon, il donne ça. Donc, vous voyez, première mesure au mois de septembre. On a fait des mesures, alors je ne les fais pas à chaque consultation. On les fait tous les 2, 3 mois, on voit en fonction de ce qui est intéressant. Et puis, à chaque fois, on en parle. Est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on ne l'a fait pas, qu'est-ce que ça va nous apporter. Et voilà, globalement, le démaigrissement a donné ça. Si on regarde l'évolution de la masse grasse, alors c'est vrai, quand on leur montre l'évolution comme ça peut faire un petit peu peur. Et en même temps, il y a besoin. Là, avec Valentine, on s'était dit, pour avoir un retour des règles, globalement, être à un pourcentage de masse grasse, vous voyez, je peux changer l'affichage, là, j'ai mis en pourcentage à 20%, et effectivement, les règles sont revenues là, au mois de juin. Voilà, puis on voit une stabilisation, hein, c'est ce que j'avais dit à Valentine. L'idée, c'est de démaigrir. J'utilise beaucoup ce terme de démaigrir, et jusqu'à la stabilisation du poids. Et puis, on voit, du coup, dans le démaigrissement, effectivement, je remets la masse grasse. Voilà, globalement, il n'y avait quasiment plus rien. Hein. Donc, globalement, 10 kg de masse grasse et donc sur les 13 kg, 10 kg de masse grasse, globalement 3 kg de masse non grasse avec de l'eau, pas mal d'eau et aussi au fur et à mesure de l'eau et le contenu protéique également qui est monté. Et puis ça, la masse cellulaire active, c'est un des indicateurs sur l'état de forme, donc on voit que tout remonte. Pour obtenir finalement, hop, la dernière mesure. Voilà, vous voyez que tout se normalise, l'état de forme, hein, l'indice d'activité métabolique, la masse cellulaire active, le contenu protéique corporel qui était effondré, la masse grasse, voilà, qui reste, alors qui est à 20,6, qui par rapport à sa taille reste encore assez faible, mais en pourcentage qui est plutôt bon. La masse musculaire est bonne par rapport à sa taille, la masse non grasse est encore un petit peu basse, en même temps, elle n'a que 13 ans. Et le contenu minéral osseux qui est bien remonté, hein, qui n'était pas affecté, qui était au milieu, juste dans la norme, et puis là, qui est bien remonté. Donc, elle a des os bien denses, bien solides. Voilà. Donc, en général, quand on obtient ça, on est assez satisfait, et les patients et puis les parents, autant vous dire qu'ils étaient assez rassurés également. Donc, en fait, ça nous permet quoi ? De défocaliser de la balance. Finalement, l'idée, c'est de s'intéresser à d'autres chiffres que le poids et à découper le poids pour que les patients associent moins poids égale graisse, mais poids égale finalement plein de choses. Quand je monte sur la balance, eh ben, ça ne veut pas dire que c'est un peu plus haut, ça ne veut pas dire que j'ai que grassi, mon eau, elle change, etc. Donc ça permet de défocaliser aussi. C'était aussi assez intéressant, comme elle se pesait plein de fois dans la journée, on l'a travaillé aussi. Tiens, qu'est-ce que tu vois comme évolution du poids? Qu'est-ce qu'il donne? Et puis après, de discuter en se disant, oui, si tu bois 1 litre d'eau,
et que tu repèses, ben, regarde, certainement que tu vas faire 1 kilo de plus. Mais ce ne sera pas 1 kilo de gras que tu auras pris, ce sera juste 1 kilo d'eau qui sera en plus. Donc, on s'intéresse à d'autres chiffres et puis on lit ces différents paramètres à sa santé pour petit à petit s'orienter sur sa santé. Et puis, petit à petit, ben, il faut focaliser aussi tout ça. Et puis, à 13 ans, à 12-13 ans, l'idée, c'est quand même de s'orienter plutôt vers la vie, plutôt vers les copains, les copines. Donc, Valérie, elle a eu un accompagnement du coup pluridisciplinaire pendant 1 an, avec un travail, on a fait vraiment un travail en étroite collaboration avec le médecin généraliste, avec la psychologue. Et moi, on échangeait très régulièrement et également avec le centre référent qui suivait avec des rendez-vous à peu près tous les 6 mois. Et voilà, la courbe d'IMC, vous voyez, elle donne ça. Après, important, voilà, elle va mieux. Médicalement, la tension est remontée. La courbe de poids, elle a retrouvé globalement sa courbe de croissance. Les indicateurs de l'impédance mètre sont tous au vert. Chouette, nous, en tant que soignants, on est très contents. Ce qui est important, à mon sens, c'est d'aller vérifier. Et toi, comment c'est pour toi d'avoir démaigri? Comment tu te sens? Comment tu te sens dans ta tête? Comment tu te sens dans ton corps? Comment tu te vois quand tu te regardes? Et puis aussi les parents, quels changements factuels vous voyez? Là, on a l'exemple de parents qui étaient vraiment hyper inquiets, qui auraient pu partir aussi sur des pesées à la semaine. Au départ, ils m'ont demandé est-ce qu'il faut la peser toutes les semaines, et puis surtout quand ils partaient en vacances, est-ce qu'on emmène la balance, etc. Enfin, il y avait vraiment une anxiété très, très importante des parents. Et on a vraiment dit aux parents, écoutez, on est en équipe, on travaille en équipe, surtout qu'on échangeait beaucoup avec la médecin généraliste en particulier, avec la psychologue aussi. Donc, nous, on se charge de la gestion du poids. Valérie avait demandé à ne pas regarder son poids à un moment pour l'aider parce qu'elle dit si je vois que ça va monter, ça sera compliqué. Donc là, c'était assez intéressant parce qu'on faisait les mesures d'impédance-métrie. Je lui montrais les évolutions, par contre, en cachant le poids. Donc ça, c'était assez intéressant parce qu'elle voyait, elle me dit ça m'encourage parce que je vois que je vais mieux, mais sans avoir ce chiffre sur la balance qui l'a tétanisé. On a beaucoup travaillé avec moi et puis avec sa psychologue, elle a beaucoup travaillé autour de cette représentation qu'elle avait du poids. Et du coup, on a essayé de décharger les parents de cela pour les orienter plutôt à comment vous voyez votre fille. Voilà. Et l'idée, ce qu'ils ont dit, les changements factuels, ils vont plus nous dire, on la voit vraiment heureuse. On avait vu notre fille un peu s'éteindre en 3 mois, devenir triste, le teint terne, voilà. Et là, on la voit à nouveau souriante, envie de faire des choses avec nous, mais aussi avec ses copains, avec ses copines et tout ça. Et là, on se dit, ça, c'est chouette. Donc, l'idée aussi de l'accompagnement, c'est d'accompagner aussi les parents en parallèle dans leurs compétences de parents. Alors, je voulais vous montrer vraiment différents types de patients. Donc là, j'ai l'exemple de Marie. Marie, 54 ans, un TCA, trouble des conduites alimentaires, depuis longtemps, me dit-elle. Quand on retrace la ligne de vie, ça fait 38 ans qu'elle est malade. Ça a commencé, elle avait 18-19 ans. Type anorexie boulimie, plusieurs hospitalisations pour carence en potassium. Et là, quand elle vient au cabinet, du coup, l'IMC est à 15,5. Elle me décrit des vomissements après chaque repas si elle n'a pas réussi à contrôler le repas comme elle le souhaite. Des crises de boulimie en fin de journée. Elle dit c'est le trou noir, elle l'appelle comme ça à partir de 17h. Des crises de boulimie entre 17h et l'heure du dîner. Donc des carences en potassium régulières, très importantes. Des problèmes dentaires, déchaussement des dents très, très important. Beaucoup de constipation et de ballonnement. Un mauvais sommeil avec un réveil très, très tôt à partir de 4h du matin. Une focalisation excessive sur son poids avec une dysmorphophobie très importante. Elle dit, je sais que je suis maigre, mais elle ne se voit vraiment pas maigre et avec des parties, une focalisation très importante autour du ventre, autour des cuisses, autour des côtes, voilà, des parties très, très, très focalisées. Et sa demande, c'est de supprimer les crises de boulimie qui sont insupportables. Alors, si on regarde ce que ça peut donner.
sur une patiente donc, qui est malade depuis longtemps. Voilà, alors elle dit ne pas ressentir la fatigue, avoir de l'énergie pour marcher. Elle fait, je dirais pas de l'hyperactivité physique, mais en tout cas, elle fait régulièrement de la rando avec sa famille ou avec des amis. Et elle dit, mais j'ai la pêche, quoi. Elle dit, donc, on regarde l'indice d'activité métabolique et la masse cellulaire active, donc les paramètres de vitalité cellulaire, ils ne sont pas si effondrés que ça. C'est comme si le corps en fait avait une certaine adaptabilité à ce mode de dénutrition. Le contenu protéique est bas, mais il n'est pas effondré non plus. La masse musculaire, on retrouve, vous voyez, par rapport à la taille, qu'elle n'est pas effondrée non plus. Par contre, qu'est-ce qui est effondré? C'est la masse grasse à 9%, 1,4 au niveau de l'index. Masse non grasse quand même assez basse également par rapport à sa taille. Le contenu minéral osseux qui n'est pas très haut. Et l'hydratation qui est pas si mal. Voilà. En fait, pour Marie, ces mesures, elles ont été importantes parce qu'il y avait vraiment ce côté de se voir grosse, tout en sachant qu'elle ne l'est pas, mais se voir grosse depuis autant de temps. Finalement, de voir les paramètres qui étaient si bas, ça a été vraiment, elle m'a dit, mais là, c'est vraiment un peu un choc, hein, elle l'a dit comme ça, mais en tout cas, une prise de conscience. Donc, on en a longuement parlé ensemble, accueilli les émotions qui venaient à ce moment-là en voyant ces résultats. J'y suis allée avec beaucoup, beaucoup de précautions. Et elle a pu dire que ça a été une vraie prise de conscience par rapport à tout ça, par rapport au fait qu'elle n'allait pas très bien. Alors, si on regarde un peu et ce qu'on a pu en faire, en tout cas, par rapport à ces, là aussi, un peu de la physio-psycho-éducation, je fais souvent un schéma. Alors, je dessine en général, là, je ne voulais pas dessiner parce que je n'ai pas des grands talents de dessinatrice. Un cerveau en disant, en fait, ce qui se passe, c'est par rapport à sa demande de supprimer les crises, de dire, je n'ai pas la baguette magique, ça je le dis souvent aux patients, mais en se disant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec l'anorexie, dans votre tête, j'explique qu'il y a globalement 3 zones, 3 régions dans le cerveau. Le tronc cérébral qui est responsable de tout ce qui est automatisme du corps et de la survie. Le cerveau limbique, le cerveau médian avec le cerveau limbique qui va gérer tout ce qui est sensation, émotion. Et puis le cortex qui va être plutôt la zone de la réflexion. Et en fait, je vous dis, là, ce qui se passe, c'est que dans votre tête, dans votre cortex, vous dites manger égale grassir. Donc, le message, c'est, qu'envoie votre cortex, c'est ne mange pas. Et puis, le fait de ne pas manger depuis si longtemps, parce que les crises de boulimie, elles ont commencé assez tôt, mais au moins 3 ans à peu près après le début de la maladie. Il y a des périodes où ça s'apaisait un petit peu et puis ça revenait. Ce qui se passe, c'est qu'avec la dénutrition, votre tronc cérébral, qui est responsable de la survie, lui dit si je continue à ne pas manger, je vais mourir. Puis il envoie le message mange. Et là, ce qui va se passer, c'est que du coup, à l'intérieur, il y a au niveau du cerveau limbique, il y a l'amygdale, là, qui est un peu le centre de la peur et qui va dire alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge, parce qu'il y a 2 messages qui se confondent. Et souvent, je dis aux patients comme ça qui souffrent de crise de boulimie en disant, à votre avis, entre le message ne mange pas et le message mange, qui sont comme ça dans vos 2 zones de cerveau, c'est qui le plus fort? Normalement, quand on est programmé comme nos ancêtres sur la survie, c'est plutôt la zone mange qui va gagner, d'où les crises de boulimie. Donc, ça permet vraiment de faire un peu d'éducation et de montrer que oui, elle est dénutrie, malgré le fait de se voir grosse. À l'impédance-mètre, on voit effectivement qu'elle est maigre et qu'elle est vraiment dénutrie et que c'est une dénutrition essentiellement lipidique. Donc ça a permis petit à petit de réintroduire les lipides dans l'alimentation plus facilement. Donc, motivation à se renutrir pour guérir. Alors, je voulais vous citer aussi un petit exemple, un dernier exemple. Ça, c'est l'exemple de Louana, 16 ans.
qui souffrait d'anorexie restrictive depuis 7 mois. Elle avait perdu 14 kilos, IMC à 15,4 quand elle est venue me voir. Elle me décrit vraiment la spirale infernale, hein, le régime qui tourne, qui tourne. Et puis qu'elle ne peut pas se dépêtrer. Les 2 kilos qu'elle voulait perdre au départ, puis aujourd'hui, il y a 14 kilos, elle ne peut pas s'empêcher de monter sur la balance et que ce soit encore moins. Une peur de grossir trop vite et une peur de grossir trop et que ça ne s'arrête pas. Ça, c'était vraiment très présent et on l'entend souvent dans l'anorexie. Donc, on a mis en place un travail pluridisciplinaire basé vraiment sur la psycho-physio-éducation, justement, sur les valeurs, sur les croyances, sur les sensations corporelles. Et pour vous montrer, hop, le cas, hop. Voilà. Il faut que ça change de patient, comme j'ai une grosse base de données. Voilà. Alors, au départ, on retrouve les facteurs qui sont un peu bas, d'accord, surtout au niveau masse grasse, mais également par rapport à la masse non grasse, et l'eau, du coup, qui est très basse. Et en fait, à la fin, on obtient donc, elle était à 40 kg au départ. Et là, je l'ai revue récemment, vous voyez, fin août. Après, donc, elle allait déjà beaucoup mieux au mois de juin. Elle a passé un été, comme elle le dit, très décomplexé sur l'alimentation. Voilà. Et du coup, le poids était à 56. Avec cette idée, je sens que j'ai pris un peu trop de poids. Et en même temps, comme ça fait un moment qu'on travaille, vraiment cette confiance en disant non, mais cet été, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Et en reprenant un rythme régulier, ça devrait revenir. Mais simplement pour vous montrer qu'effectivement, là, si on montre les résultats, vous voyez en pourcentage, pour certains patients, si on dépasse la moyenne, ça peut un petit peu affoler. Et si on montre les courbes, alors si on monte les courbes de masse grasse, vous voyez, ça monte. Donc en général, quand c'est comme ça, je ne les montre pas de cette manière-là. Soit on peut changer, donc vraiment choisir ce qu'on va pouvoir montrer aux patients, de manière à... L'idée, c'est toujours être dans la réassurance et dans le fait que c'est normal que tu démaigrisses. Des fois, on démaigrit un petit peu trop et en même temps, moi, je vais t'accompagner pour effectivement te permettre d'être mieux, plus à l'écoute de tes sensations alimentaires notamment, de ton plaisir de manger, etc., de manière à ce que ça se stabilise. Donc voilà, déjà de le montrer comme ça évolue. Et puis du coup, pour Louana, donc un suivi d'1 an, démaigrissement de 16 kilos. Au niveau de la santé, OK, le moral, elle va beaucoup mieux. Sa question, c'est ça s'arrête quand? Et puis un peu en même temps, la peur que ça ne s'arrête pas, qui est quand même moins importante qu'au départ, mais encore un peu présente. Et puis la peur de replonger. Elle me dit, mais d'un autre côté, j'ai peur quand je n'ai pas faim de sauter un repas parce que je me dis, ça risque de revenir. Et elle avait tellement senti la spirale infernale qu'elle a vraiment peur de replonger. Et puis un peu peur de devenir obèse. Donc finalement, au niveau là, la précaution dans ce que l'on montre, dans ce que l'on va dire, bien entendu. Et vous voyez, si on lui présente, là, la dernière fois, je lui ai présenté plutôt les résultats comme ça, en disant, regarde, ça, c'était ton indicateur. Donc ça, c'était la mesure le premier jour. Et ça, c'est la dernière mesure, donc au fin août. Eh bien, là, tu vois tes 2 indicateurs d'état de forme. Ils étaient très bas, ils sont remontés. Ton contenu protéique corporel, il était très bas et aujourd'hui, il est à la normale. Le bloc tissulaire, du coup, je le montre en le contenu minéral osseux qui est remonté. Elle a des beaucoup plus dense que ce qu'il était. L'indice de masse musculaire qui était faible, il est remonté, il est complètement dans la norme. L'index de masse grasse, je le montre plutôt en kilos par mètre carré parce que comparativement au pourcentage en fait, du corps qui va forcément nettement évoluer, eh bien, vous voyez qu'elle reste vraiment dans la zone verte et un petit peu en dessous. Ça peut faire, entre guillemets, moins peur.
Voilà, et tu vois ton indice, et tu restes, voilà, là, il est revenu à la normale, donc tout va bien. Et ton hydratation, qui était très, très basse, tu vois, elle va très bien aussi. Voilà, donc pour résumer, l'intérêt de l'impédance-mètre dans l'accompagnement des patients, en tout cas diététiques, qui souffrent de troubles de conduite alimentaire, ça permet vraiment une prise de conscience de la dénutrition et de ses conséquences avec une psycho-physio-éducation. Vraiment de les réassurer sur le fait que quand ils démaigrissent, quand le poids évolue sur la balance, c'est un démaigrissement et c'est complètement différent de grassir, de devenir gras. Une défocalisation du poids, s'intéresser à d'autres chiffres, puis ensuite à sa santé. Une motivation également à guérir. Quels avantages à aller mieux? Comment ce sera d'aller mieux? Et puis, des précautions autour de l'affichage et autour des termes que l'on va employer. Et puis, ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est que ce Z-Matrix, les hôpitaux maintenant, notamment de Lyon, sont équipés. Donc, par exemple, le centre référent des TCA est équipé du même appareil, donc on peut partager les données. Le centre, alors là, c'était une présentation par rapport à l'anorexie mentale, mais le centre intégré de l'obésité est également équipé par le même appareil, donc on peut échanger des données, parler sur les données, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi parce qu'on parle des mêmes choses. Voilà, je vous remercie. La petite présentation que je voulais vous faire, vous présenter vraiment surtout sur des cas patients. Et puis, il nous reste quelques minutes si certains ont des questions. Merci Cécile. On a des questions pour toi, des questions pour moi. Alors, j'ai Stéphanie qui demande, mais je pense que la réponse a été donnée, à partir de quel pourcentage seuil tu penses qu'il y a le retour des règles? Mais c'était 20%, c'est ce que tu disais. C'est ça. En général, c'est ça, sauf des patients qui sont d'une famille vraiment très, très fine de constitution. Mais en général, c'est autour de 20%. Ok. Il y a Charlène qui demande à partir de quand le cas que tu as présenté, Ophélie, fait de l'anorexie vomitive. Elle a commencé quand elle est venue me voir, donc elle était plutôt en restriction, mais elle décrivait des crises très exceptionnelles. Il y avait dû en avoir 2 exceptionnellement. Et puis avant que la renutrition se mette en place, voilà, parce que ça prend souvent quelques consultations, il y avait vraiment eu déclenchement de crises de boulimie. Voilà, qui sont estompées ensuite. Okay. Alors, Charlène, elle a une question par rapport au tarif. Donc, le tarif du pack avec la formation, on est autour de 4 500 €. Oui, je suis totalement d'accord avec le fait que c'est un investissement pour vous, en majorité diététiciens, diététiciennes en cabinet. Mais comme l'a dit Cécile, c'est un investissement sur du très long terme. Quand on arrive à faire, je sais pas, 4 000, 5 000 mesures avant que l'appareil meure de sa belle mort au bout de 10 ans, rentabiliser ça en disant finalement c'est 1 € la mesure, c'est peut-être pas un si gros investissement que ça. Ensuite, il y a Marie-Claire qui demande plutôt ta fréquence d'utilisation. Mais je pense que ça, c'est pareil. Moi, j'ai entendu la réponse que tu disais à peu près environ tous les 2 mois, mais ça dépend des alors, c'est très, très variable. Et là, par exemple, j'ai une patiente hier au soir qui est en train de se réalimenter tout juste, qui ne mangeait plus rien, et là, qui se réalimente. Qui a une peur de grossir plus, de grassir, et là, on fait une mesure quasiment toutes les semaines, mais ça ne va pas durer très, très longtemps. Mais en tout cas, ça vient rassurer. OK. Donc, en fonction des besoins et en effet du discours. Il n'y a pas de règle. Vraiment, on adapte et on en discute. J'ai des patients aussi qui me disent, on ne fait pas la mesure. Enfin, ils sont tellement fans de ça en demandant. Et on l'explique, voilà, puis on vérifie. Bon, si vous voulez vraiment la faire, voilà, on peut la faire éventuellement. Enfin, voilà, vraiment être dans l'échange et quelle utilité ça a. Qu'est-ce que ça va vous apporter de voir ça? Ouais. Elle a une autre question, Marie-Claire, sur la vitalité cellulaire. Qu'est-ce qu'on mesure et qu'est-ce que ça signifie sur le plan métabolique?
Ouais, non, je te laisse faire, tu es plus propre que moi sur le sujet. Alors, la vitalité cellulaire, l'indice qu'on appelle indice d'activité métabolique, c'est un indicateur qui est lié à la perméabilité des membranes cellulaires. Donc, des membranes cellulaires qui sont traversées. Il y a énormément de littérature sur le sujet. Récemment, c'est corrélé au risque de dénutrition, ça va être corrélé au risque de carence, au ralentissement cellulaire. Il y a même des corrélations pour les diététiciens qui suivent des sportifs avec le risque de surcharge d'entraînement. Donc, il faut vraiment visualiser ça comme étant la vitalité cellulaire et une vitesse d'échange, en fait, et une vitesse de travail du corps. Plus c'est élevé, plus c'est rapide, mieux c'est, jusqu'à un niveau où au-dessus, on peut suspecter du dopage. Et plus ça baisse et plus le corps il ralentit avec des risques de dénutrition, voire de mortalité quand la valeur elle est vraiment très basse. Pour vous donner un exemple juste là-dessus, moi j'accompagne parfois des patients qui sont en traitement de chimio pour des cancers assez graves. Et chez les patients souffrant d'anorexie très dénutrie, on a des taux qui sont aussi bas que chez des patients en pleine chimio. C'est vraiment, ça chute de manière très, très importante. Ensuite, il y a Lou qui a une question par rapport au moment où tu disais que justement tu parlais de tonicité musculaire et pourquoi elle avait un ventre un peu rebondi après manger. Elle dit, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la patiente fasse encore plus de sport avec un discours sur le manque de tonicité musculaire? C'est ce qu'on explique aussi derrière, bien sûr. C'est là, en général, quand j'explique ça, je pose la question, voilà, est-ce que c'est clair ou autre? Il dit, mais pourtant, je fais des abdos. On l'entend souvent parce que les abdos, c'est très courant. Et en fait, en disant, oui, mais quand tu fais des abdos, finalement, tu casses encore plus de fibres musculaires. Si tu fais des abdos alors que tu n'apportes pas les nutriments nécessaires pour pouvoir réparer tes fibres musculaires et leur donner l'énergie nécessaire pour travailler, en fait, tu vas les casser encore plus. Voilà, on explique. Ensuite, une question pour moi. Il y a Christelle qui demande si l'algorithme de l'impédance est le même pour les adultes que pour les enfants et les ados. Le cœur des algorithmes est identique. Mais c'est vrai que dans la base de données et l'étude initiale de clinique, on avait une base de données d'enfants qui a permis de faire des corrections sur certains indicateurs. Donc, les indicateurs qui avaient besoin de correction ont été corrigés, sinon les autres ont les mêmes équations. Ensuite, ça c'est pour toi. Il y a Audrey qui demande, en cas de guérison, dans un début de guérison, quels indices bougent en premier? Tout, en fait. Il y a une renutrition qui se fait. L'idée, c'est qu'il ne peut pas y avoir de guérison sans qu'il y ait une remontée de la masse grasse, de toute façon, parce que la plupart c'est la masse grasse qui est la plus effondrée. Donc ça, c'est vraiment l'expliquer aussi. Et puis, en général, l'eau en parallèle va remonter parce que l'eau est souvent très basse. Et puis, quand les index, on l'a vu sur plusieurs patientes que je vous ai montrées, en général, quand les protéines, le contenu protéique est bas, il remonte également. Donc, on a en fait tous les indicateurs qui remontent vraiment en parallèle. Vous avez vu, je vous ai montré notamment les courbes de Valentine. On a tout qui monte. Alors que certains indicateurs, comme par exemple la vitalité cellulaire dont on a parlé tout à l'heure, il n'y a pas de poids dans l'équation, il n'y a rien du tout. Donc, c'est complètement indépendant. C'est ça qui est intéressant. Et puis, derrière, ça permet de le verbaliser en disant, tu vois, l'appareil, lui, il dit que tes cellules, elles sont en meilleure forme, qu'elles ont une meilleure vitalité. Est-ce que toi, tu sens? Qu'est-ce que tu sens, toi, de différent, etc. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'à chaque fois, on vient les questionner, on vient réassocier tête-corps et parler des ressentis. Il y a Aline qui demande, alors ça c'est une question plus pour moi, si on ne peut pas investir pour l'instant dans un impédance-mètre, est-ce qu'il existe une possibilité d'aller faire un bilan d'impédance-métrie dans une structure médicale sur prescription avec prise en charge Sécu? Malheureusement, s'il y avait une prise en charge sur la Sécu sur ce type de choses, je pense que Cécile, elle aurait un cabinet de dingue et voilà. Moi aussi, en l'occurrence. Et pour l'instant, ce n'est pas pris en charge par la Sécu. On lutte, les instances sont quand même en train de bouger puisque depuis, on peut dépister la dénutrition avec, mais pour l'instant, il n'y a pas de prise en charge Sécu. Par rapport aux structures médicales, j'ai en tête quelques endroits où, en effet, ils peuvent faire des bilans ponctuels comme ça. Le mieux, c'est d'aller sur le site de Bioparum. Dans la partie à propos, trouver un professionnel équipé. Vous allez avoir la liste, en fait, des professionnels qui ont le Z-Matrix, sur lequel vous pouvez peut-être trouver un collaborateur kiné, médecin ou préparateur physique à qui vous pouvez envoyer le patient juste pour le bilan. J'ai encore une autre question de Sonia
Alors, mais j'ai l'impression qu'elle est partie, mais c'est pas grave, elle aura la réponse sur le replay. Elle dit, il lui semble, et elle a raison, que le Z-Matrix ne fait pas la pesée. Et comment tu fais si le patient ne veut pas se peser? Alors, justement, ça c'est intéressant, moi je trouve très intéressant qu'il ne pèse pas le bioparum, enfin le Z-Matrix, parce que justement, ça permet d'utiliser la balance. Alors moi, je dis souvent, parce qu'il y a des patients, quand ils ne veulent pas se peser, c'est où qu'il y a des pesées très régulières chez eux ou qui sont chez le médecin, etc. Mais c'est vraiment regarder. Mais en général, quand je propose la mesure, je dis, en fait, il est un peu calibré sur ma balance. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais disons que c'est quand même le cas parce que quand ils viennent, par exemple, à 19h le soir et que la pesée, elle a eu lieu le matin à jeun, forcément, la composition nutritionnelle, elle va être un petit peu différente. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir le poids. Quand vraiment ils ne veulent pas se peser, en fait, ils ne regardent pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, en général, ils ne refusent jamais. Alors, on en parle. Des fois, je mets 2, 3, 4, 5 consultations pour qu'ils soient OK pour monter sur la balance. Mais dans ce cas-là, ils ne regardent pas. J'ai quelques patients qui me disent « je ne veux pas regarder le poids sur la balance » et c'est OK, moi je regarde. Et puis, comme on peut sélectionner les paramètres qu'on affiche ou qu'on n'affiche pas, il suffit de ne pas afficher le poids et comme ça, ils ne voient pas le poids, tout simplement. Il y a Charlène qui demande, Charlène, elle travaille avec un prestat, si c'est celle que je pense. Ah non, peut-être pas. Est-ce que tu as déjà eu recours à l'alimentation artificielle? Alors, très rarement, c'est arrivé exceptionnellement parce que sur Lyon, alors alimentation artificielle, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de CNO, de compléments nutritionnels oral, oui, je les utilise régulièrement dans le cadre des nutritions. Quand se réalimenter via des repas, c'est trop compliqué et que vraiment il y a une hémorragie de poids, j'appelle ça l'hémorragie de poids quand ça descend, quand c'est descend. Et oui, j'utilise des CNO en accord avec les patients, en accord avec le médecin. Par contre, s'il s'agit de nutrition entérale, ça m'est arrivé très rarement parce que sur Lyon, ça ne se pratique pas en ambulatoire. Donc moi, comme je suis que au cabinet, ça m'est arrivé une fois, mais dans des conditions très particulières. Voilà. Mais en même temps, pour le coup, on utilise l'impédance mètre de la même manière. Et d'ailleurs, en plus, quand tu as en ambulatoire de la nutrition artificielle et du coup à la maison, on a un certain nombre de prestataires, dont on en a quelques-uns dans l'atelier là, qui l'utilisent aussi. Hein. Ouais. Donc, tu peux même avoir le suivi jusqu'à la maison. Quoi. Ouais. Clarisse demande si on peut réutiliser les électrodes. Non, mon capitaine, pour 2 raisons. Une notion d'hygiène, ça c'est clair. Et une deuxième notion qui va être qu'en fait, l'électrode, il y a du gel incorporé sur l'électrode, qu'elle fait une épaisseur, une composition qui est standard. Si j'enlève et je me remets 5 fois mon électrode, mon épaisseur de gel et ma quantité de gel ne va plus être la même. Et l'interface électrode-peau, c'est hyper important en impédance. Donc, on ne peut pas réutiliser les électrodes. On parle d'électrodes ECG qui peuvent être de marque assez standard. On est à moins d'1 € TTC la prise de mesure, hein, juste sur les électrodes. Et Marie-Claire, par rapport à la suite de l'indice d'activité métabolique, en fait, j'injecte, quand je fais une mesure, j'injecte des électrons. J'injecte des électrons. Une quantité d'électrons, c'est l'intensité du courant. Et la vitesse des électrons, ça va être la fréquence. Et l'indice d'activité métabolique est mesuré réellement par rapport à la facilité que vont avoir les électrons à traverser la membrane cellulaire. S'ils n'arrivent pas à passer la membrane, on va considérer qu'elle est fermée et l'indice d'activité métabolique est bas. On a une perméabilité basse, alors que si à l'inverse, ils arrivent à passer et à traverser les membranes très facilement, elles pourront, et les électrons arrivent à traverser la membrane très facilement, l'indice d'activité métabolique sera plus élevé. Audrey, elle est praticien en Z-Matrix, elle demande si tu utilises les ions. Alors peu, je vais des fois pour confirmer une rétention d'eau ou au contraire un manque d'eau, assez peu la créate, je regarde, mais j'avoue que je les utilise assez peu, en tout cas pour les patients souffrant de l'anorexie. Il y a déjà bien matière à exploiter cela. C'est clair. Après, c'est moi qui vais voir plus moi pour ma lecture à moi ou des infos moi particulièrement. Écoutez, il est 13h40, on a débordé un petit peu, mais pas trop. Je vais couper l'enregistrement.